Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes le représentant de la 8e génération d'une famille dont le fondateur a mené bien des combats avant de devenir prince. Vous avez hérité de ce titre sans pour autant réclamer au micro de Sud Radio un traitement royal. Bonjour Joachim Murat. Bonjour Jacques Pessis. Joachim d'ailleurs. On dit Joachim. Absolument. Parce que c'est l'origine de la famille. Alors là, on le sait de façon certaine, c'est du bouche à oreille, puisque depuis le premier, le chef de famille, on s'appelle tous Joachim. Et donc, en fait, c'est Languedoc, donc c'est Joachim dans le nord de la France, et Joachim dans le sud, et moi, ça vient du Quercy. Alors, vous publiez avec Olivier Pastré Napoléon III, l'incompris chez Odile Jacob. Mais avant de parler de Napoléon III, on va évoquer votre parcours et votre famille, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire depuis quelques siècles. Et la première date que j'ai trouvée, elle vous concerne directement, et elle est récente. Le 21 mai 2024, vous donnez un cours aux élèves du cours Charlemagne au musée des Invalides. Absolument. Oui, et ça, c'est un événement. Oui, alors le cours Charlemagne, c'est une école qui appartient au réseau Espérance Banlieue, qui est sur la dalle d'Argenteuil, qui ne sait plus quoi faire pour ils sont forcés de refuser toutes les demandes de toute la population autour dans la dalle d'Argenteuil, parce que tout le monde veut avoir son enfant au cours Charlemagne. C'est un cours, si vous voulez, où 100% des enfants sont des Français d'origine étrangère, massivement d'Afrique du Nord, et qui réussissent un parcours éducatif qui est absolument étincelant, parce que ils sont tous en uniforme, ils saluent le drapeau le matin, ils ont des cours qui sont des cours tout à fait classiques, qui respectent parfaitement le programme, c'est une école qui est dans le programme, et c'est un succès absolument formidable. Et donc il m'avait demandé de faire le guide pour les classes de 5e et 4e, il me semble, aux Invalides, au musée de l'Armée, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Oui, c'était un Mais bon ça moment. prouve qu'ils s'intéressent aussi à ce genre de sujet, ce qui est pas évident. Ils s'intéressent à l'histoire, absolument, oui, à l'histoire, et notamment à l'histoire non seulement de Napoléon, mais de la Révolution française, de Napoléon III, et l'histoire de France en général. Oui. Alors, il se trouve que vous les avez incités ce jour-là à apprendre l'histoire et à aller vers leur rêve professionnel. Oui. Parce que c'est important d'aller vers ses rêves. Oui. Et ils ont, je dois dire, ils ont beaucoup d'atouts en main, parce que aujourd'hui on va vers c'est une leçon de Napoléon III, l'obsession de l'instruction publique. C'est une obsession chez les Napoléonides et chez les Bonaparte, c'est de donner l'accès à l'instruction publique à tout le monde, gratuitement, et de façon obligatoire ou pas d'ailleurs, que ce soit pour les jeunes filles, ce qui est une révolution à l'époque, ou évidemment pour les garçons. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon d'élévation sociale dans un régime qui favorise la méritocratie. Et ils ont la chance, ces enfants des cours Charlemagne comme les autres, les enfants de la République française, d'être dans un régime qui encore aujourd'hui, malgré tout, malgré ce qu'on en dit, favorise beaucoup la méritocratie. Et la méritocratie par l'excellence scolaire. Et dans le cours Charlemagne, ils peuvent, avec l'accès, avec la qualité des profs qu'ils ont, avec l'accès au contenu de très bonne qualité qu'ils ont, avec les exercices pédagogiques, les sorties scolaires qu'ils font, de pouvoir vraiment faire une différence par rapport aux autres, et ça, c'est une chance énorme. Alors, vous vous appelez pour l'état civil Joachim Charles Napoléon Murat, et alors, le prénom à chaque fois, Joachim reste, Napoléon ça reste, mais Charles ça évolue. Charles ça évolue, oui. Alors mon père, par exemple, c'est Joachim Louis Napoléon, parce que la tradition veut chez les Murat que le prince Napoléon soit le parrain du prince Murat. Donc le précédent prince Napoléon était Louis-Napoléon Bonaparte, qui était le parrain de mon père, et Charles Napoléon, le père de l'actuel Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, est le parrain et mon parrain à moi. Donc en fait, voilà, c'est Joachim Charles Napoléon. Alors, si mes calculs sont exacts, vous êtes la 8e génération des Murat. Alors je suis la 7e ou la 8e, vous avez raison. Alors moi je suis le 9e prince Murat, oui. Mon fils est le 10e, et je dois être la 7e ou la 8e depuis Murat, oui. Voilà. On doit vous appeler votre Altesse ? Non, pas du tout. Non, alors en République, on m'appelle Monsieur Murat. En situation protocolaire, c'est Prince. Oui. Et pour mon père, c'est Monseigneur, parce qu'il est le chef de la famille. Oui. Exactement. Alors, vous avez été élevé dans un collège qui n'est pas prestigieux. Je crois que c'est à Beaumont-sur-Oise. Ah oui. C'est renseigné. Oui, alors j'ai fait un an, faut pas. J'ai été dans l'école communale de Nointelmour d'abord. Vous savez, c'est ces petites écoles communales où vous avez le CM1 et le CM2 qui est dans la même classe, donc oui. Ça favorise pas beaucoup l'excellence scolaire. Et après, j'ai fait un 6e au CES de Persan-Beaumont, qui est connu du grand public aujourd'hui parce que c'est le CES dans lequel étaient les frères Traoré. Oui. Et en même temps, c'est pas vraiment une ville royaliste, puisque il y a un collège qui porte le nom de Georges Brassens et un autre celui de Boris Vian.
Oui, non, c'est par Saint-Beaumont, c'est le Val d'Oise, c'est le Val d'Oise rouge vif. Donc et oui, c'est vrai que c'est pas intuitif d'avoir le Prince Murat dans un CES public avec les frères Traoré, je pense qu'ils étaient pas là à ce moment-là parce qu'on n'est pas de la même génération, mais ils y sont passés après, ouais. Et vous êtes à l'époque l'élève dissipé modèle. Alors je suis un élève de 6e, donc voilà, comme tous les élèves de 6e, dissipé, oui. Oui, parce qu'un jour, je crois qu'un prof a dit « Murat, si j'étais votre ancêtre, je vous taperais du plat de mon sabre. » Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Exact. Alors là, vous me posez, je sais plus pourquoi, mais je devais être en train de, oui. Non, j'étais pas un élève j'étais pas turbulent, mais j'étais, voilà. Et puis, l'élève modèle. Et puis vous aviez une passion qu'on peut évoquer à travers cette musique. Ah oui. Le cirque. Car vous êtes un passionné de cirque, Joachim Murat. J'ai même eu la chance d'en faire. J'en ai fait pendant 5 saisons de suite avec une des plus grandes familles de cirque au monde, qui est la famille Bouglione. Les Bouglione du cirque d'hiver. Donc j'ai eu la chance d'être pendant 5 saisons, des 5 saisons d'hiver. C'était novembre et décembre, au cirque de Noël Christiane Bouglione pendant 5 saisons de suite. J'étais chef de piste et j'ai l'immense privilège et l'honneur d'être le parrain et témoin de mariage de Louis Sampion Bouglione, parrain de sa fille Angelina. Et je suis très très ami avec toute la famille Bouglione. Je suis également très ami avec Charles et Alexandre Grus qui font un travail remarquable dans les Folies Grus. Ouais. Alors, oui, c'est un gros il se trouve en plus que je crois que Sampion Bouglione a monté un cirque, un musée du cirque. Alors il a monté un superbe. Il est en train de. Alors il a le musée Bouglione, le musée du cirque Bouglione, qui est absolument somptueux, qui pour le moment est un musée privé. Donc il essaye de trouver un endroit pour le mettre à disposition du public et que ça devienne un musée public parce que c'est sublime. Hein. Ils ont des bronzes, des peaux de tigres, des cages à fauves, des fouets de trompes dompteurs, tous les costumes étincelants des clowns et des danseurs et des danseuses. Enfin c'est magnifique. Hein. Et il y a les affiches. Oui, il y a un autre musée aussi à côté de Monaco, c'est Alain Frère, ami du prince Régnier, qui a créé un musée incroyable qu'il fait visiter à des proches. Tout à fait. Ça vaudrait la peine d'avoir Monaco a son musée Alain Frère et nous on aurait le musée Bouglione. Ce serait très bien. Comment est venue cette passion du cirque, Joachim Murat? Écoutez, moi c'est parce que en fait quand j'étais petit, j'avais en gros quatre vocations que je me rappelle. Je voulais être d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être policier, cascadeur, correspondant de guerre et parachutiste. Et j'ai fait la connaissance de Louis Sampion Bouglione lors d'un dîner. On est devenu, j'avais 18 ans, il avait quelques années de plus que moi, on est devenus très amis. Et puis après j'ai fini par faire les parachutistes à l'armée. Et en revenant des parachutistes, il m'a proposé de faire du cirque. Je lui ai été gonflé, ça fait déjà 6 ans qu'on se connaît. Il me dit non, maintenant que tu as fait les parachutistes, tu peux peut-être faire du cirque. Et donc j'ai commencé à en faire avec lui à ce moment-là. Et c'est vrai, je dois dire que la discipline du cirque dit traditionnel, le cirque Bouglione, le cirque Grus, les grands cirques, la discipline est absolument incroyable. Hein. C'est d'une exigence sans limite. J'ai reçu souvent Alexis Grus à ce micro qui a disparu l'an dernier et qui était lui aussi qui ne vivait que pour la piste. Alors, malgré le côté élève dissipé, vous avez quand même fait un doctorat en droit et sciences politiques sur les modifications des frontières en Europe balkanique après l'effondrement du mur de Berlin. Alors, vous me prêtez, Jacques Pessis, un talent malheureusement que je n'ai pas. J'étais en doctorat, mais je ne l'ai jamais validé parce que j'ai pas eu le temps. J'étais effectivement en doctorat à la Sorbonne, à Paris 4 pour ça, et j'ai jamais validé, j'ai jamais fini ma thèse. Voilà. Mais donc mais sinon je suis diplômé de la Sorbonne en sciences politiques et en géopolitique. Oui, et puis on revient à votre côté parachutiste. Vous avez quand même participé à une guerre qui est un peu oubliée aujourd'hui, qui est la guerre du Kosovo. Kosovo. Parce que cette guerre qui a entre les Yougoslaves et une armée, une organisation de libération, ça a été une guerre courte et un peu oubliée aujourd'hui. Oui, parce que la guerre dans les Balkans, en fait, alors on va en reparler, puisqu'il y a on fête les 30 ans, vous savez, de la prise du pont de Bagna par le général Lecointre, qui est l'ancien chef d'état-major des armées, qui est actuellement grand chancelier de la Légion d'honneur, et c'est lui qui, jeune lieutenant ou jeune capitaine, avait mené un assaut qui avait fini à la baïonnette en Bosnie. Donc on va en reparler, parce que c'était il y a 30 ans. Il a fait preuve d'un courage exceptionnel, et c'est magnifique épisode de cette victoire française, à Bagna en Bosnie. Donc là, c'est en Bosnie. Mais ça reste comme les Balkans. Alors le Kosovo, moi, quand j'y étais, il faut être tout à fait honnête, c'était tout de même beaucoup plus calme que j'étais dans une mission de maintien de la paix et les forces françaises étaient basées à Mitrovica. Donc vous savez, Mitrovica, c'est en quelque sorte la Jérusalem des Balkans puisque vous avez au nord les Serbes, au sud les Albanais et entre les deux les Français qui s'interposent. Donc c'était une mission passionnante, oui. En plus, vous avez fait différentes choses avant de faire votre métier aujourd'hui. Vous avez été conseiller au ministère du Commerce extérieur. Alors oui, alors ça je l'ai été quand j'étais en Inde, puisque j'étais en Inde pendant 7 ans pour le groupe Safran et où
j'ai déployé tout le système biométrique de l'état civil biométrique indien pendant 7 ans. On a pris les 10 doigts, les 2 yeux et le visage en biométrie, les iris, à la reconnaissance faciale aussi, de la totalité de la population indienne. C'était pour le registre d'état civil indien. Et évidemment, comme c'était le plus gros projet en Inde à l'époque, je suis assez facilement devenu conseiller du commerce extérieur. Et précédemment, j'ai également été au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Lang, à l'époque, en l'an 2000, sur des sujets de e-learning et de l'impact de l'internet sur le système éducatif français. Oui, donc vous avez été un pionnier de l'informatique. Alors, j'ai participé dès le départ à l'aventure, ce qu'on appelait les .com, les startups dans les années 2000, et surtout l'éclosion vraiment de l'écosystème internet, de l'écosystème digital. Et depuis, je l'ai toujours suivi, oui, comme tout le monde en fait. Oui, mais est-ce que vous pensiez qu'il serait aussi développé aujourd'hui? Ah oui, ça, on savait d'avance que ça allait tout modifier. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une des raisons pour laquelle ce livre est plus un essai historico-politique qu'un livre d'histoire. C'est qu'on fait les comparaisons entre 1848 et l'époque qu'on traverse, et il y a des modifications technologiques majeures qui ont lieu depuis une trentaine d'années dans le monde. Mais il y en a une qui vient de débarquer, qui est l'intelligence artificielle, qui va modifier complètement nos modes d'organisation sociétale, exactement comme à l'époque de Napoléon III, la machine à vapeur. Et la révolution industrielle a changé tous les modes d'organisation de la société. Donc alors à l'époque où moi je travaillais dans le digital et où j'étais on avait bien sûr anticipé que ça allait être. Alors à quel point ça, bien malin celui qui avait pu anticiper le développement des réseaux sociaux, etc. Mais en tous les cas, tout le monde savait que c'était la route à suivre. Ouais. Voilà. Alors maintenant, on va revenir à une date très lointaine, mais qui ne vous concerne pas directement, mais de loin, le 19 mai 1804. À tout de suite sur Sud Radio avec Joachim Murat. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Joachim Murat qui publie avec Olivier Pastré Napoléon III l'incompris aux éditions Odile Jacob. On va en reparler. Mais bien sûr, Murat, c'est une famille. Vous êtes la 8e génération. Il faut qu'on revienne aux sources. Car le 19 mai 1804, Joachim Murat devient maréchal d'Empire. Ah, oui. Oui, alors Joachim Murat, c'est un parcours... Là, pour le coup, c'est le rêve américain sous vitamines, sous testostérone, sous tout ce que vous voudrez. On peut pas, sous tout ce qui est de plus excitant, parce que c'est un homme qui arrive d'un milieu très simple, qui est dans le Quercy. Ses parents étaient maîtres de poste et gestionnaires de petits biens. C'était quoi maître de poste? Maître de poste, c'est vous savez la poste était faite à cheval à l'époque, oui. Donc c'est les chauffeurs de Libéraux de l'époque, mais à cheval. Et donc il fallait bien qu'ils s'arrêtent de temps en temps pour faire reposer les chevaux. Et donc on s'arrêtait dans des relais de poste. Donc là, il déjeunait, il dînait, parfois il dormait. Donc on a beaucoup dit que c'était un fils d'aubergiste. Alors ça me dérange pas du tout, mais c'est tout simplement pas vrai. C'est pour faire passer Murat pour un gros soudard qui finissait les pichets de vin dès l'âge de 5 ans, mais ça n'est évidemment pas vrai. Bon bref, Murat naît dans un milieu très très simple, mais tout juste sorti de la paysannerie, mais qui vient d'intégrer quand même la toute petite bourgeoisie. Donc il va faire son séminaire et son collège. Donc c'est un homme qui est très éduqué. Hein. Il voulait être prêtre au départ. Alors ses parents voulaient qu'il soit prêtre. Oui. Hein. Lui, alors il va faire son séminaire à Toulouse. Il va évidemment partir et il va s'embarquer dans l'aventure révolutionnaire. Il va faire la rencontre de Bonaparte le 13 Vendémiaire lors de l'écrasement d'une révolte royaliste. Et là, leurs destins sont éternellement liés. Alors, ce qui est très intéressant avec Murat, c'est que le destin de Napoléon Bonaparte, c'est messianique. C'est-à-dire que c'est complètement au-delà de tout ce qu'on peut espérer ou rêver. C'est inimaginable et ça reste inimaginé d'ailleurs. Donc, il est entouré de beaucoup de monde. Mais il y a un destin sans lequel le destin de Napoléon Bonaparte est radicalement différent, n'est absolument pas le même, c'est le destin de Murat. Parce qu'en fait, les destins de Murat et de Bonaparte sont intimement liés, mais vraiment intimement liés. Alors évidemment, sans Bonaparte, Murat n'aurait jamais eu la carrière incroyable qu'il a eue, l'épopée incroyable, mais sans Murat, on peut se poser la question aussi, parce que c'est Murat qui va permettre à Napoléon Bonaparte, alors Murat sera la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, va permettre à Napoléon Bonaparte de quitter l'Égypte après la bataille d'Aboukir, donc il va pouvoir sortir du piège égyptien. C'est Murat qui va sauver le coup du 18 Brumaire. Il est sans Murat, il y a beaucoup d'étapes de la vie de Bonaparte qui n'auraient pas été. Et ce qui fait que Bonaparte et Murat s'entendent extraordinairement bien au début. Murat va épouser sa sœur, donc Murat intègre la famille impériale. Il est première génération première promotion de maréchaux. Je crois qu'il est le deuxième. Je crois que le premier c'est Berthier, le second c'est Murat, ou je me trompe, ou il est le troisième, et bref. Et oui. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, il n'a pas du tout cette vie-là. Il a commencé à être dans l'armée. Il s'est fait virer, Murat, au départ. Oui, alors il s'est fait virer parce qu'il fait des révolutions au sein de l'armée. Il est très rebelle parce que, comme je vous le disais, il est contrairement à la plupart de ses petits camarades officiers. Lui, il ne peut pas être officier parce qu'il n'est pas aristocrate, mais en revanche, il est souvent beaucoup plus éduqué que les officiers en question parce que lui est allé à l'école. Alors qu'en fait, on est à une époque où vous avez beaucoup de jeunes aristocrates qui naturellement sont paresseux, comme tout le monde, et qui, comme ils n'ont pas besoin de faire tellement d'efforts parce que
l'officier leur est immédiatement donné parce qu'aristocrates, la plupart du temps, sont tout à fait incompétents et complètement illettrés. Ce qui fait que pour Murat, c'est incompréhensible, parce que lui est absolument génial à cheval, bien sûr, mais bon, ça c'est un don personnel. Et en plus, il est beaucoup plus lettré qu'eux, quoi. Donc il est face à ce plafond de verre, ça l'énerve, et il commence à fomenter des mutineries. Donc c'est pour ça qu'il est viré. Voilà. Et je crois qu'il se retrouve ensuite épicier à Saint-Céré. Il est épicier à Saint-Céré pendant 1 an. Et Saint-Céré, quand même, c'est important, parce qu'il y a là habitait un monsieur qui était un Belge, Charles Bourseul, en 1829, et il présente un appareil pour converser à distance le téléphone. Son rapport n'est pas pris au sérieux. Le véritable inventeur du téléphone, c'est Charles Bourseul, un Belge à Saint-Céré. Eh ben, j'ignorais. Ouais, c'est un truc, mais c'est rigolo. Donc, effectivement, vraiment, Murat-Bonaparte, c'est vraiment un duo. Ah oui, c'est vraiment un duo. Alors, c'est un duo, attention, c'est un duo. C'est Napoléon et l'empereur, hein. C'est un duo, c'est un duo, disons que c'est plutôt le bras droit qui marche vraiment très bien. Voilà. Et, il a plein de bras droits, en fait, Napoléon, parce que Napoléon a 14 cerveaux et 10 bras droits. C'est tout à fait absolument formidable. Mais ce bras droit-là est un bras droit qui fonctionne extrêmement bien, qui va lui permettre de gagner énormément de batailles, qui va lui favoriser beaucoup de négociations diplomatiques, notamment avec les Russes, parce que Murat est très ami avec Constantin, le frère d'Alexandre Ier, notamment pour le Concordat, parce que Murat a fait son séminaire, donc Murat va être très très utilisé pour les négociations avec le pape, parce qu'il parle ce langage et qu'il est très respectueux de tout ça. Et donc il va avoir un vrai rôle diplomatique, ce qui est totalement occulté du fait de l'imagerie populaire qui fait de Murat un sabreur incroyable et qui le résume à ça, ce qui n'est pas le cas. Il a fait plein d'autres choses. On l'a appelé le maréchal flamboyant. Ah oui, entre autres, oui, c'était le roi des braves et le plus brave des rois. Oui, c'est. Mais en même temps, effectivement, on ne sait pas. Il y avait cet instinct de diplomate. Il y avait un véritable instinct, ce qui n'était pas évident au départ. Pas du tout, et en fait, ça a été un très fin politique, ça a été un administrateur remarquable pour, réorganiser la cavalerie, qui au lendemain de la Révolution était dans un état lamentable, être grand amiral de France, grand duc de Berme et roi de Naples. À Naples, et d'ailleurs, ça c'est amusant, parce que j'aimerais citer le professeur Jean Tullard à ce moment-là. Tullard estime que Napoléon III, alors c'est vraiment Jean Tullard, c'est l'analyse de Jean Tullard. C'est celui qui connaît le mieux la vie de Napoléon. Que Napoléon III est l'héritier politique de Murat plus que de Napoléon Ier, parce qu'en fait la politique mise en place par Murat dans le royaume de Naples est une politique qui ressemble énormément à la politique que va utiliser Napoléon III pour moderniser la France de ce milieu de 19e siècle. L'obsession de l'unité italienne, bien sûr, parce que c'est Murat le premier à se battre pour l'unité italienne, et c'est l'action extraordinaire de Napoléon III qui va permettre cette unité italienne. L'urbanisation à haute dose, Murat a refait complètement la ville de Naples. Alors aujourd'hui, vous avez des fleurs de lys Bourbon partout, mais en fait, tout a été refait par Murat, et c'est normal que derrière, le régime suivant se l'attribue, mais tout a été refait par Murat. La ville de Bari est entièrement refaite par Murat. Napoléon III, bien sûr, refait Paris, Biarritz, il refait même une partie d'Hanoï, il refait Alger, il refait le port de Dakar, il refait tout. Et donc, il y a l'instruction publique pour les filles, le premier à la proposer, c'est Murat. Pour Napoléon III, ça va être un combat de tous les instants pour l'imposer en France. Donc il y a beaucoup et la politique sociale. Murat a une vraie politique sociale. Alors un roi de Naples, justement, comment Murat est-il devenu roi de Naples? Ah bah tout simplement parce qu'il est le mari de Caroline. Donc à ce moment-là, vous savez, là il y a une espèce d'imagerie d'Épinal qui dit que la France est aux mains d'un bandit corse qui met ses frères sur les trônes. C'est vrai. Techniquement, c'est vrai, puisqu'il met tous ses frères sur les trônes, et il va mettre son beau-frère sur le trône de Naples, parce qu'il est le mari de Caroline. Voilà. Et justement, Caroline Bonaparte, la sœur de Napoléon, a épousé Murat un peu contre l'avis de son frère. Totalement contre l'avis de son frère. Ouais. Vous savez, Napoléon, le côté clan corse est réel dans le cas du personnage de Napoléon Bonaparte, parce qu'il a demandé à tous ses frères, à toutes ses sœurs d'épouser exactement ce qu'il voulait qu'il épouse, parce que c'était géré comme un patrimoine politico prestigieux. Donc par exemple, il a demandé à son frère Joseph d'épouser une telle, sa sœur Elisa, etc. Et notamment le cas le plus frappant, c'est Jérôme, parce qu'il a dit à Jérôme, qui était à l'époque avec une américaine qui s'appelait Patterson, une très riche américaine, il a dit: Jérôme, tu m'envoies tout ça en l'air et tu vas épouser la princesse de Wurtemberg. Jérôme, chef, oui chef, et il quitte sa femme qui a 2 enfants à ce moment-là pour aller épouser la princesse de Wurtemberg. Il s'avère que parmi les enfants que Jérôme a eu avec Madame Patterson, je crois que son petit-fils va être le fondateur du FBI. Charles Bonaparte Patterson, c'est quand même fou. Mais effectivement, les deux qui vont refuser, c'est Lucien. Lucien va dire: mais attends, Napoléon, il est hors de question que je quitte ma femme. Donc Lucien va être sorti immédiatement de la famille impériale. Donc Napoléon est extrêmement rancunier. Ça, c'est vraiment un trait de caractère de Napoléon. Il a des défauts quand même, hein. Donc il en a un ou deux, il en a pas beaucoup. Mais il a celui-là, il est très rancunier. Et Caroline, elle, en revanche, va réussir à obtenir d'épouser Murat, parce qu'elle refuse d'épouser qui que ce soit d'autre, parce qu'elle est folle amoureuse de Murat. Et Murat sauve le coup d'État du 18 Brumaire
convainc Napoléon que tout de même, le sabreur en question, il a un sens tactique et politique de l'instant qui est vraiment important, et ça va lui être très utile à l'avenir. Et Murat et Joséphine sont très amis, et Joséphine achève de convaincre Napoléon en disant « Écoute, laisse Caroline épouser Murat ». Voilà, et ça s'est passé comme ça. Ouais. Et il se trouve ensuite qu'il y a eu une bataille, et cette bataille, eh bien, il y a une chanson mondiale qui l'évoque. Cette chanson d'Abba qui a gagné l'Eurovision, en fait, au départ, c'est une métaphore pour une relation amoureuse à travers Waterloo. Oui, mais alors je ne vous le cache pas, Jacques, ça n'est pas ma marque préférée, Waterloo. Hein. Non, j'imagine. En même temps, Napoléon a dit si Murat avait été à Waterloo, on aurait peut-être gagné. On aurait sûrement gagné, oui, bien sûr. Oui, mais c'est Napoléon qui n'a pas voulu de Murat à Waterloo. Voilà. Hein, donc voilà, il y a même quand on est Napoléon, on commet des erreurs. Voilà, mais il s'est fâché avec Murat, mais Murat l'a quand même aidé quand il est revenu d'Île d'Elbe. Murat l'a surtout aidé à s'évader de l'île d'Elbe. Ça, maintenant, c'est les travaux de la Fondation Napoléon et notamment de l'historien Pierre Brandat qui ont établi ça de façon définitive. Murat a aidé au débarquement de Napoléon Bonaparte. En faisant ça, Murat perd son trône à Naples, parce qu'à l'époque, les puissances alliées qui étaient au Congrès de Vienne avaient gardé Murat comme roi de Naples. Donc il restait 2 Napoléonides sur des trônes. Il y avait Bernadotte en Suède et Murat à Naples. Et Murat va tout perdre en aidant Napoléon à débarquer. Et Napoléon va lui tourner le dos. C'est pas terrible. Il avait 2-3 défauts. Alors il se trouve aussi qu'il y a un lieu très célèbre que Murat a habité avec Caroline, c'est le palais de l'Élysée. Le palais de l'Élysée, oui, on en est très content. Le palais aujourd'hui ressemble à celui de Murat. Alors d'ailleurs, il y a un moment où je pense qu'on va passer chercher les clés. Ma seule inquiétude, c'est cette histoire d'arriéré de paiement de taxes d'habitation. Ça, c'est possible que ce soit un peu élevé. Mais non, vous savez, c'est très drôle parce que effectivement, le palais de l'Élysée, Murat l'a acheté de ses deniers à la demande de l'empereur parce que Napoléon n'est pas du tout mondain. Mais en revanche, il a besoin de savoir ce qui se dit à Paris et notamment dans la bonne société parisienne. Donc il demande à sa sœur Caroline et à Murat d'organiser la vie du tout Paris. Donc ils vont être le couple flamboyant qui va organiser les plus belles soirées, les plus beaux bals à Paris dans le palais de l'Élysée. Le palais de l'Élysée est fait pour recevoir. Il n'est pas du tout fait pour gouverner. Oui. Et donc ils vont avoir un succès formidable avec ça et ça va permettre à Napoléon d'avoir une bonne. Et le palais de l'Élysée, Murat va devoir le quitter puisque quand Napoléon fait de Murat le roi de Naples, lui il y a une condition, Murat, c'est qu'on échange toutes tes propriétés, toutes tes possessions en France sont récupérés par la couronne. C'est pas très judicieux de couper un homme comme Murat de la France parce que derrière faut pas s'étonner s'il préfère garder son royaume plutôt que de. Et néanmoins à ce moment-là le palais de l'Élysée va finir par devenir palais national, mais en 1800, je crois que c'est en 1827 ou en 1817, je sais plus, Caroline, la veuve de Joachim Murat, fait une demande auprès du Conseil d'État ou auprès d'une cour à Paris et la cour d'appel de Paris. Figurez-vous, le jugement existe, dit non, effectivement, l'Élysée appartient bien à Caroline Napoléon, à Caroline Bonaparte. Donc, on va finir par aller voir quelques juristes, parce que en ce moment, la crise du logement, ça devient difficile de se loger à Paris. Hein. Exactement. Donc, l'Élysée, ça va permettre de recevoir quelques amis. Oui. On sera les bienvenus le jour où ce sera possible. Autre date importante, mais qui vous concerne et qui est récente, le 12 décembre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Joachim Murat. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Joachim Murat pour ce livre Napoléon III l'incompris chez Odile Jacob qu'on va évoquer tout à l'heure. On en revient à Napoléon et à la famille Murat puisque vous êtes le 8e génération et la 9e justement est née et le 12 décembre 2021 il y a le baptême de Joachim Georges Laurent Napoléon Murat, votre fils. Mon fils, oui, tout à fait, aux Invalides. Aux Invalides. Justement. Oui. Ça c'est une tradition familiale. Hein. On est systématiquement baptisé, marié aux Invalides. Oui, depuis quand? Depuis toujours? Écoutez, mon père est baptisé, marié aux Invalides. Moi, j'ai été baptisé, je me suis marié aux Invalides. Tous les princes Napoléon que je connaisse depuis leur retour de la loi d'exil sont mariés aux Invalides. Je sais pas si le baptême se fait pas à la chapelle Bonaparte à Ajaccio. Ça, c'est possible. Mais ça, c'est aussi une tradition qui remonte peut-être pas au premier prince. Non, ça remonte. Alors si, en fait, là, pour les Invalides, ça remonte depuis que ça date du moment où les Invalides est devenu la cathédrale aux armées. Parce que ce qui est très touchant avec les Invalides, c'est que les Français ne le savent pas forcément, mais on a 2 cathédrales à Paris. Il y a la cathédrale Notre-Dame de Paris, bien sûr, mais il y a une deuxième cathédrale qui est la cathédrale aux armées. C'est l'église Saint-Louis des Invalides, qui est la cathédrale du diocèse des armées. Donc c'est les Murats, évidemment comme les Bonaparte, mais les Murats en particulier, se sont toujours inscrits
dans la tradition de l'armée française. Donc on a tous les Murins ont servi dans l'armée, absolument tous sans exception. Et moi-même, comme vous le disiez, j'ai eu la chance d'être parachutiste. J'ai pu être un petit peu au 14e FSS et au 1er PIMAS, qui est un immense honneur pour moi. Et maintenant, je suis dans la garde, dans la réserve citoyenne de la garde républicaine. Donc l'armée est quelque chose pour lequel on est très attachés. Moi et mon épouse et moi, on a tenu à faire le 25 mars de l'année dernière un concert offert par la garde républicaine, en partenariat avec la garde républicaine, qui a été formidable, au profit des veuves et des blessés de l'armée française, au profit du comité d'entraide défense. Alors il y a le Bleuet d'un côté, vous avez le comité d'entraide défense, et donc on a fait ça aux Invalides, un sublime concert qui était ouvert au public, qui était gratuit pour le public, et qui était financé par des mécènes. Et ça a permis de lever beaucoup d'argent pour le comité d'entraide défense. Alors ce qui est étonnant aussi, Joachim Murat, c'est que finalement, pendant les premières années de votre vie, ça vous intéressait pas tout ça. C'est vraiment à la trentaine que vous avez commencé à vous occuper de l'héritage familial. Oui, c'est vrai, c'est plus tard. Oui, j'ai commencé. En fait, vous savez, quand vous, c'est une réaction de petits garçons et d'adolescents. C'est-à-dire que quand vous êtes matin, midi et soir plongé dans un truc, vous avez une petite tendance à le pousser un peu sur le côté, à chercher ailleurs. J'étais beaucoup plus intéressé par les civilisations sumériennes et babyloniennes que par l'Empire napoléonien. Voilà. Ça peut paraître bizarre, mais... En même temps, il y avait des traditions Murat qui sont respectées par la famille. Alors, il y en a une en particulier, je vous dis, c'est l'armée. C'est-à-dire que moi, quand j'ai dû faire mon service militaire, à l'époque, on pouvait faire des coopérations. C'était pas très compliqué pour moi de choper une coopération. Il est évident que là, je dis non. Enfin, il y a une chose qu'on attend d'un futur prince Murat, c'est quand même qu'il fasse l'armée correctement. Donc, j'ai fait mon service militaire en faisant le 4e bataillon à Saint-Cyr et ensuite les parachutistes. Et donc, vous voyez, déjà là, à 20 ans à peine, il y avait quand même ce truc qui tournait. Je disais comme Murat, non, il faut faire son service militaire. Et qu'est-ce qu'aurait fait Murat aujourd'hui s'il était dans l'armée? Je me suis dit, il aurait été parachutiste ou pilote de chasse. Parce que c'est plutôt un exercice de plein air, Murat. Ouais, donc la cavalerie, oui, mais la cavalerie parachutiste. Il aurait pas été dans un tank, ça c'est pas possible. Et il y a des obligations de prince quand on est le prince Murat? Alors vous avez, ce qu'il y a, c'est que vous avez énormément d'associations de mémoire sur Napoléon. Vous en avez vraiment énormément. Et je crois que le plus grand nombre d'associatifs qui cotisent dans le monde, c'est des associations napoléoniennes. Je crois que c'est le plus grand nombre. Vous devez avoir l'association Saint-Vincent-de-Paul, qui est la plus grande au monde avec plus d'1,5 million. Et après, c'est les associations napoléoniennes. C'est gigantesque. Il y en a absolument dans le monde entier. Donc, faut pas s'étonner qu'il y ait parfois des gens qui se rappellent que c'est pas idiot d'écrire sur Napoléon parce que il y a du public. Et sur Napoléon Ier, parce que Napoléon III, le public est quand même beaucoup plus mesuré. Et donc oui, ça, qu'est-ce que c'est comme obligation? C'est d'être présent pour ces associations et de soutenir la défense de la mémoire de l'empereur Napoléon Ier et Napoléon III. En 2021, j'ai été sollicité par pas mal de chaînes YouTube plutôt pour donner mon avis sur les critiques qu'on formulait à l'endroit de l'empereur Napoléon Ier. La Fondation Napoléon et Thierry Lenz ont fait un travail remarquable là-dessus, et moi j'ai été interrogé par plein de gens sur, vous savez, Napoléon l'esclavagiste, Napoléon le meurtrier, Napoléon le misogyne. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser de très près à la figure de Napoléon III, parce que l'historiographie et la mémoire de Napoléon III est extraordinairement, injustement abîmée, tout comme celle de Murat. Et j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle là. Oui, exactement. Et Murat, effectivement, on en parle peu. Napoléon, on ne peut pas aller dans une librairie sans voir 10 livres sur Napoléon. Oui, je trouve ça très bien. Alors, vous êtes aussi prince de Pontecorvo. Ah oui, ça c'est une principauté du sud de l'Italie, oui, qui a été donnée par Napoléon au fils de Murat, et en disant voilà, le chef de famille sera le prince Murat et son héritier sera le prince de Pontecorvo. Et là, vous y allez quelquefois là-bas? Alors j'ai nié simplement, jamais mis les pieds. Jamais, je connais pas du tout. Je crois que le nom vient d'un pont romain à Padoue, le pont du Corbeau. Le pont du Corbeau. Écoutez. Alors, il se trouve que effectivement, quand on voit l'arbre généalogique familial, il n'est pas simple, car depuis 8 générations, il y a eu beaucoup de Murat, certains totalement anonymes, d'autres très célèbres. Il y en a eu beaucoup. Ça, enfin très célèbre, je sais pas, mais il y a un grand-père qui a été un héros de la résistance. Alors, mon grand-père a été tué par les nazis. D'ailleurs, j'étais le 8 mai dernier à la remise de la Légion d'honneur de son dernier camarade vivant, qui est Robert Boutin, que je salue, Robert. Et c'était très émouvant, cette remise de la Légion d'honneur. Il a 98 ans, Robert Boutin. Il est en parfaite santé. Il est formidable. Et il vient d'être décoré de la Légion d'honneur. Alors pas parce que la République a perdu un temps fou à décorer Robert Boutin, c'est parce que Robert Boutin a tout simplement refusé systématiquement la Légion d'honneur parce qu'il pensait qu'il la méritait pas, que d'autres personnes la méritaient mieux que lui. Robert Boutin, c'est un résistant dès l'âge de 17 ans. C'est un homme qui a fait toute la campagne d'Alsace dans les commandos, qui a commandé et il est une telle humilité qu'il pensait qu'il méritait pas la Légion d'honneur. C'est incroyable. Mais finalement, à travers Murat, on parle de Napoléon. Oui. C'est ça qui est étonnant.
Oui, à travers Murat, mais toujours, mais à travers tous les personnages qui ont évolué sous le Premier Empire. On parle de Napoléon, mais je vous ferai remarquer qu'à travers Emmanuel Macron, on parle de Napoléon aussi. Oui. Et à travers tous les personnages un petit peu publics, on parle de Napoléon. Parce que Napoléon sert d'étalon à tout le monde. Regarde, Vladimir Poutine, qui pour se moquer d'Emmanuel Macron, le compare à Napoléon. Voilà, donc c'est systématique, c'est mondial. Voilà. Ouais. Mais en même temps, vous faites des conférences où vous évoquez Napoléon, mais aussi Murat, qui est effectivement beaucoup plus méconnu. Oui, bah oui, parce que tout le monde est là, c'est le soleil napoléonien est tellement aveuglant qu'il n'autorise plus aucune ombre. Donc on ne voit que l'empereur, et c'est normal, parce que c'est tellement gigantesque, Napoléon. Mais Napoléon a été entouré, c'est la grande chance et l'incroyable talent de Napoléon Bonaparte, c'est d'avoir été entouré des plus beaux esprits et des plus belles lames et des plus belles plumes que la France ait connues depuis des siècles. Parce que ce soit Talleyrand, Fouché, Chaptal, Champollion, que tous les scientifiques soient moins dingues, tous les juristes, c'est extraordinaire. Bien sûr, les militaires, mais là, et les politiques sont d'un talent remarquable. Et il y a une autre caractéristique de votre famille, Joachim Murat, c'est que les filles se prénomment Caroline. Oui, absolument. Beaucoup. Là aussi, c'est une tradition. La tradition de Caroline. Alors, il y avait une volonté de dire que le fils aîné du chef de famille doit s'appeler Joachim, et la fille aînée Caroline. Alors moi, j'ai souhaité mettre un terme à cette tradition parce que je trouvais pas ça très. Je préfère donner un prénom impérial qui soit pas celui d'un couple, à un frère et une sœur. Donc Joachim Caroline, je me suis pas tout à fait. Ma sœur s'appelle Caroline, bien sûr, ça pose aucun problème. Mais j'ai une fille également, une grande fille qui s'appelle Elisa, et j'ai préféré alors c'est toujours des prénoms impériaux, c'est toujours Elisa, Pauline, Laetitia, Achille, Lucien, Jérôme, Charles, Joachim, bien sûr, mais voilà, moi j'ai mis fin à cette histoire de Joachim Caroline, mais bien sûr Joachim ça reste. Oui, ça reste. Alors Caroline Bonaparte, apparaît-il, c'est la légende, inventé la montre bracelet. Alors c'est vrai, non c'est pas pareil, c'est vrai, c'est tout à fait authentique. C'est Emmanuel Breguet qui est un des héritiers de la maison Breguet, qui est aujourd'hui en charge du patrimoine de la maison Breguet, qui nous a expliqué ça et qui nous a démontré ça. En fait, c'est vraiment elle qui l'a conceptualisé, qui l'a inventé. C'est Breguet qui l'a fabriqué pour elle, qui aurait dû déposer un brevet à ce moment-là, je pense qu'ils s'en seraient félicités. La montre bracelet, c'est pour Caroline Murat, pour Caroline Bonaparte Murat, et ça n'est pas pour Santos Dumont. Vous savez, Cartier fait la pub en disant que c'est pour Santos Dumont. Non. Voilà, une vérité historique pas rétablie. du tout. C'est pour Caroline Murat. Et résultat, Breguet d'ailleurs fait un très gros succès en Asie avec une série de montres qui s'appelle la série Reine de Naples, qui est en hommage à Caroline Murat. Et il se trouve qu'en plus, régulièrement, vous allez à des manifestations. Je crois qu'il y a 1 an ou 2, vous avez visité une usine où il y a des soldats de plomb évoquant Napoléon et Murat. Oui, alors ça, j'ai fait plein de choses. On a aussi beaucoup soutenu des ateliers d'artistes. Moi, je suis le parrain des Hussards Bleus du Made in France du groupe Galilée, qui est une initiative de son président fondateur Éric Michou, qui est actuellement député d'ailleurs, Éric Michou, et qui cherche à faire la promotion d'une réindustrialisation c'est très bonapartiste, ça. C'est comme, je trouve qu'il y a aujourd'hui dans la France actuelle des bonapartistes, finalement, vous les comptez sur les doigts de la main. Ouais, bon, Emmanuel Macron n'est pas bonapartiste. Arnaud Montebourg est bonapartiste. Vous voyez, donc alors, on a tendance à mettre les bonapartistes à droite parce qu'il s'est fait. Vous savez, on n'est pas loin d'un phénomène de confiscation avec Napoléon. Quand Éric Zemmour, on pense qu'on veut d'Éric Zemmour, mais parle à haute dose de Napoléon, ça me fait penser à Jean-Marie Le Pen et Jeanne d'Arc. Je ne veux pas que Napoléon Ier et certainement pas Napoléon III connaissent le même destin que Jeanne d'Arc. Je ne veux pas qu'il soit confisqué par un bord politique. Donc j'aimerais qu'on comprenne qu'aujourd'hui, les plus bonapartistes de la scène politique, c'est Jean-Pierre Chevènement et Arnaud Montebourg. On est très loin de la droite ou de l'extrême droite. Donc on est dans un centre gauche ou un centre raisonnable. Et voilà, donc Mais il y a aussi la chanson. La chanson a été très importante et Serge Lama l'a démontré. Vous l'avez vu, la vie musicale ? C'est génial. Oui, c'est remarquable. Personne n'y croyait. Lama était le seul à y croire avec Yves Gilbert, son compositeur. Ouais. Ils l'ont joué 507 fois à Paris. Ah, mais c'est le succès. Enfin, c'est un succès qui est du niveau de Katz. Oui. C'est vraiment génial. Et c'est proche de Napoléon, ça rend hommage. Très. Non, historiquement, c'est impeccable. Enfin, surtout, c'est musicalement et scénographiquement, c'est superbe. La voix de Serge Lama et l'incroyable. Lama est habité par le personnage. C'est un peu comme Albert Dieudonné dans le Napoléon d'Abel Gans. Lama dans sa comédie musicale, il vous transporte. Ah non, c'est magnifique ce qu'a fait Serge Lama. Mais moi, je me souviens à Ajaccio un jour, il a reçu la médaille de la ville, absolument. Et de profil, c'était Napoléon.
Alors, oui, en plus c'est saisissant, il y a un petit truc, ouais. Et il y a aussi une chose étonnante, c'est des images qu'on voit, le Napoléon de Sacha Guitry avec l'inauguration, la première à l'Opéra de Paris, avec des grenadiers qui ouvrent la voie à René Coty, président de la République. Ah, oui. Oui, alors vous avez eu aussi le bicentenaire de 1969 où Georges Pompidou avait fait, on avait mis les petits plats dans les grands, il y avait Malraux qui accueillait le prince Napoléon qui arrivait en paquebot à Ajaccio. Vous avez des choses comme ça qui ont été à une époque où on n'avait pas de victimisation mémorielle excessive. Voilà. Alors, il se trouve aussi que, et ça il faut rétablir, et vous le faites, Joachim Murat, c'est se battre pour la vérité historique. Oui, quand on voit le film de Ridley Scott sur Napoléon... Ah oui, mais là, bon, perdons pas de temps sur cet épouvantable navet. Voilà. Donc là, c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. C'est un gâchis absolument monumental. Ridley Scott, un réalisateur de génie, Joaquin Phoenix, un très bon acteur. Ils font tous les deux un film poubelle. Donc ça ne sert à rien. Historiquement, tout est faux, absolument tout. L'intégralité est fausse, tout est contre vérité. Et dans les vérités, ça, il faut pas non plus être un turiféraire, parce que quand vous êtes dans le panagérisme permanent, vous finissez dans le panurgisme. Vous voyez, donc il faut bien reconnaître qu'il y a quand même des côtés sombres, évidemment, à Napoléon Ier à son régime, et évidemment à Napoléon III et à son régime. Alors je trouve que les côtés sombres de Napoléon III et de son régime, par rapport aux côtés brillants, sont tout de même complètement marginaux, parce que c'est pas finalement ce qu'a fait Napoléon III est tellement formidable. Alors vous connaissez le sujet, Joachim Murat, et je crois que vous avez été récompensé de tout votre travail par le prix d'honneur du Festival Napoléon. Alors oui, exactement. Oui, c'est ça, vrai. C'est une récompense suprême, ça. Ça fait plaisir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez beaucoup travaillé. Vous donnez des conférences sans arrêt. Vous consacrez une partie de votre vie à Murat et Napoléon. À Murat et Napoléon. À Murat et au Napoléon et aux empires. C'est Murat, Napoléon Ier, Napoléon III. Et oui, beaucoup. Alors que par ailleurs, j'ai une activité professionnelle. C'est-à-dire qu'il s'avère que malheureusement, si vous voulez, au XXIe siècle, le prince Murat, c'est comme ça, il vit pas de ses rentes. Qu'est-ce que vous faites? Donc, je suis vraiment tenu. J'ai l'obligation d'avoir un salaire, sinon je vais me retrouver au RSA. Je suis cadre dans la vente de technologies de souveraineté en quelque sorte. Donc j'ai fait beaucoup de ventes de défense et de sécurité pour les groupes français Safran, Atos. Et là je suis en transition professionnelle entre le digital souverain et disons le spatial. Voilà, ce qui fait de belles occupations. Ah oui, non, puis ça prend du temps. Votre Altesse ou non? Pas du tout, on vous appelle pas votre Altesse. Non, moi je dis protocolairement. Mais alors non, pas en milieu professionnel. Non. Non, mais vous avez en tout cas une passion et vous la vivez et vous la développez aussi, puisqu'on va évoquer dans quelques instants la date du 14 mai 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Joachim Murat. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Joachim Murat. Donc on a évoqué le parcours de vos ancêtres. Vous êtes la 8e génération des Murat et vous défendez bien sûr Murat et Napoléon Ier, mais aussi, et vous avez commencé à l'évoquer, vous publiez avec Olivier Pastret, qui est un professeur en économie, un Napoléon III, l'incompris, aux éditions Odile Jacob. Alors d'abord, pourquoi aujourd'hui faire ce livre sur Napoléon III? Alors l'initiative de l'écriture de ce livre vient d'Olivier Pastret. Olivier Pastret est donc, vous le disiez, un professeur des universités en sciences économiques. C'est un des économistes les plus respectés en France. Et il avait écrit il y a quelques années de ça un livre sur Colbert, parce qu'il estimait que Colbert avait été dans une perspective économique, Colbert et le colbertisme, et les leçons du colbertisme pour la France moderne. Et il a une espèce, un peu comme moi, une espèce de tropisme pour les personnalités historiques qui sont maltraitées par l'histoire. Et là, Napoléon III, c'est quand même pas possible, parce que Napoléon III est le plus grand économiste de l'histoire de France. C'est quand même alors là, c'est même plus le Mozart de la finance, c'est le Einstein de l'économie. Napoléon III, c'est absolument formidable, mais pour le coup, c'est pas un truc en chiffon, c'est un vrai. Et il y a de plus en plus de biographies qui rétablissent la vérité sur Napoléon III, ça c'est très bien, mais on met pas suffisamment en perspective la méthode de Napoléon III avec la période actuelle et tirer les leçons de ce qu'a fait Napoléon III en 1848 pour faire de la France la plus grande puissance du monde. C'est-à-dire que Napoléon III, sous le Second Empire, il faut se rendre compte que c'était la plus grande puissance du monde. Et c'était un des rares moments dans l'histoire de France où la France a eu ce niveau de grandeur et de prospérité. Et alors que 1848 a beaucoup de points communs avec 2025, comme on l'évoquait entre l'intelligence artificielle et la machine à vapeur, mais il n'y a pas que ça, il y a une atomisation complète de la société, enfin il y a beaucoup de choses. Et donc il y a de très belles leçons à tirer de Napoléon III. Donc ça n'est pas seulement une biographie de Napoléon III, ça n'est pas seulement un livre qui rétablit la vérité sur Napoléon III. Des historiens l'ont déjà fait avec énormément de talent, à commencer
commencer par Philippe Seguin évidemment, mais également Maxime Michelet, Gaël Nofri, Vigoureux, enfin ils sont très nombreux. Éric Anceau, bien sûr, l'immense Éric Anceau. Je vais en oublier, donc je veux surtout pas me tromper. Bien sûr Thierry Lanz de la Fondation Napoléon. Donc ça c'est un beau travail. Donc ce travail, il y a un travail de réhabilitation, il y a surtout une analyse du succès absolument extraordinaire de Napoléon, de la France de Napoléon III, grâce à Napoléon III, et quelles leçons en tirer. Donc c'est plus un essai historico-politique qu'un livre d'histoire. Alors, il faut revenir au début, c'est-à-dire je crois qu'il existe un tableau où on voit Napoléon III enfant sur les genoux de son oncle Napoléon Ier. C'est drôle parce qu'en plus ce tableau, c'est un tableau de 2-6, hein, si je me rappelle bien. C'est un tableau qui date de 1810. Et c'est un tableau où on voit Napoléon aimait beaucoup les enfants. Napoléon était très proche de ses neveux et nièces, et il a sur ses genoux Napoléon III qui doit avoir 2 ans et demi, et il est entouré par les petits enfants Murat. Donc il est avec tous les enfants Murat, donc les fils de Murat et de Caroline, et il a sur les genoux ce petit Louis-Napoléon Bonaparte, alors qu'à l'époque, l'héritier de l'Empire, c'est pas lui. L'héritier de l'Empire, ce serait Louis-Napoléon Bonaparte a 2 frères. Il a 2 grands frères. Il est le dernier de 3 frères. Et Louis-Napoléon Bonaparte a une double particularité, c'est qu'il est le neveu de Napoléon Ier, mais il est aussi son petit-fils. Parce que le père la mère de Napoléon III est Hortense de Beauharnais. Or, Napoléon Ier a adopté Hortense de Beauharnais. Donc, par conséquent, juridiquement, Napoléon III, le fils de Hortense de Beauharnais, est également le petit-fils de Napoléon Ier, en plus d'être son neveu. Donc, c'est assez marrant. Et on a donc le neveu et petit-fils de Napoléon Ier sur les genoux de Napoléon Ier. Et de fait, l'histoire va prouver, et c'est très étonnant, une trentaine d'années plus tard, que c'est bien Napoléon III qui va devenir l'héritier de l'Empire, puisque le duc de Reichstadt, le fils de Napoléon Ier, va mourir, les 2 frères de Napoléon III vont mourir, et donc Napoléon III devient l'héritier de l'Empire. Alors il se trouve aussi que si Napoléon III, justement, est un peu méconnu, c'est qu'il a été victime de ce qu'on n'appelle pas encore les fake news. Ah oui, alors de très nombreuses fake news, parce que alors ça dès le début, hein, dès les commencements de son règne. Alors évidemment la grande usine, la grande forge, le grand aspergeur à fake news, c'est Victor Hugo, parce que Victor Hugo a Il le détestait. Alors Victor Hugo a un talent inégalable, mais c'est surtout une gigantesque diva. Donc Victor Hugo est extraordinairement vexé de ne pas avoir été pris comme ministre de l'Éducation dans le gouvernement de Napoléon III. Et il a raison de l'être, parce qu'il a beaucoup aidé Napoléon III à arriver au pouvoir, Victor Hugo. Et quand Napoléon III devient président, il ne prend pas Victor Hugo comme ministre de l'Éducation. Donc pour le grand Victor Hugo, c'est insupportable. Et il est horriblement vexé. Donc il va se draper dans son unité, puisque c'est comme ça, et il va se mettre dans la peau de l'opposant, ce qui va devenir encore plus flagrant quand Napoléon III va faire son coup d'État, et Victor Hugo va s'auto-exiler. Il a jamais été exilé, Victor Hugo. Et vous savez qu'il y a ce commissaire de police, on a ce témoignage d'un commissaire de police où Victor Hugo, pendant le problème des barricades juste après, veut absolument être arrêté par la police pour jouer le prisonnier politique au sein des geôles de l'empereur. Et le commissaire lui dit: mais monsieur Hugo, on arrête les gens qui posent problème, vous n'êtes pas une menace. Donc là, encore plus vexé, poum, il s'en va. Et puis alors, on doit aussi à Napoléon III quelque chose qu'on peut évoquer par une chanson. Qui a eu cette c'est vrai. Sacré Charlemagne. Mais en fait, c'est plus France Gall ne voulait pas chanter. Elle l'a enregistrée. Elle dit: qu'est-ce que c'est que cette merde, en gros. Ouais. Papa, je veux pas qu'elle sorte. Résultat, 1 million d'exemplaires. Ah oui, le gros succès. Mais Et oui, c'est vrai, c'est plus Napoléon III que Charlemagne d'ailleurs, oui, pour l'école. parce que vraiment, Victor, avec son ministre Victor Victor Duruy, Duruy, ils ont rendu l'école obligatoire. Et gratuite. Et pour les petits garçons et les petites filles. Donc c'est-à-dire que la République va s'enorgueillir de Jules Ferry, etc. C'est très bien, c'est formidable ce qu'a fait Ferry, bien sûr. Mais en fait, la création de l'école publique obligatoire et gratuite, c'est Napoléon III et Victor Duruy. Ce n'est pas la Troisième République. Avec l'enseignement de l'histoire et de la géographie, Oui. ce qui était nouveau. Histoire, géographie, poésie, je crois même qu'il y avait la philosophie, et il y avait surtout de la gymnastique. Donc il voulait qu'il y ait un corps sain un esprit sain dans un corps sain. Oui. Et ça, il l'a imposé, non sans difficulté. Absolument. Ça a été difficile, et d'ailleurs en fait vous savez la méthode, d'ailleurs ça fait partie des points qu'on extrait comme inspiration potentielle. La méthode de Napoléon III, c'est la méthode des petits pas. C'est-à-dire voilà, par petites touches, on fait avancer les choses. Et donc au départ, elle est pas du tout obligatoire et gratuite cette école. Elle est gratuite, mais elle est pas obligatoire. Mais en revanche, attention, c'est gratuit, ce serait dommage de s'en priver. Et donc, au fur et à mesure, ça va devenir naturellement obligatoire. Et vous avez, je ne sais pas combien, de lycées Jules Ferry. Vous en avez quelques-uns qui sont Victor Duruy. Il n'y en a pas un seul qui s'appelle Napoléon III, c'est une honte. Quand vous voyez que Paris est entièrement construit
par Napoléon III, pas Et par par Haussmann. Haussmann, oui. Non, Jacques, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, Haussmann a été le génial chef d'orchestre de tous les travaux Oui. et de tous les aspects administratifs extrêmement compliqués. Mais c'est Napoléon III lui-même qui va dessiner les plans, qui va chaque jour embêter Haussmann en lui disant tiens, là le bois de Boulogne, il faut le faire ici, le château de Vincennes, il faut le faire là. Il va tout faire. C'est Napoléon III qui fait tout. Et comme la République, ça l'agace, elle va dire que c'est du Paris haussmannien. Voilà. Alors, prenons acte d'une chose, il faut arrêter de dire que c'est du Paris ou des immeubles haussmanniens, c'est le Paris et des immeubles napoléoniens. Voilà. Donc parce que ça n'est pas du tout c'est pas parce que c'est une contre-vérité. Haussmann évidemment est indispensable dans cette aventure, mais c'est Napoléon III. Oui. Il n'y a pas une place Napoléon III à Paris, il y en a qu'une. Il y a une petite place, vous savez où elle est ? Non. J'étais sûr que vous saviez pas, parce que personne ne sait. Alors, si vos auditeurs savent, là, je suis tout à fait bluffé. Elle est sur le parvis de la gare du Nord. Comme c'est gentil d'avoir mis ce parvis de la gare du Nord, qui est tout Parisien qui connaît un peu la gare du Nord, c'est à quel point c'est agréable à fréquenter. Oui, surtout Donc, depuis Hidalgo. Donc c'est vraiment oui, alors là ça c'est également une leçon qu'on peut tirer de Napoléon III, c'est que vous avez le Paris bonapartiste et le Paris Hidalgo macroniste et vous vous rendez un petit peu compte de la différence, oui. Et puis, vous évoquez dans ce livre le côté technologique, toutes les inventions Incroyable. qui sont nées au temps de Napoléon III. C'est de la science-fiction, l'histoire de Napoléon III. C'est d'ailleurs pour ça que c'est sous le règne de Napoléon III et après qu'apparaissent des auteurs comme Jules Verne. Parce que c'est complètement dingue. C'est-à-dire que tout est inventé à ce moment-là, hein. Donc là, il y a une explosion technologique. Évidemment, bon, la machine à vapeur date d'avant, mais elle passe à la surmultiplier. On passe de 3000 à 23 000 kilomètres de chemin de fer. On a les lignes télégraphiques qui commencent à se développer partout. La première ligne télégraphique sous-marine entre Paris et New York, c'est Napoléon III. Il fait exploser toutes les capacités, notamment on passe d'une agriculture de subsistance à une agriculture de masse, de profusion sous Napoléon III par l'arrivée d'engrais qui n'existait pas avant. L'aluminium est inventé à ce moment-là, le téléphone. Les menus dans les restaurants. Ah oui, alors ça, il y a des choses très drôles. Il y a les menus dans les restaurants, c'est lui, c'est vrai. C'est-à-dire Et tout simplement, imaginez que dans votre quotidien, à tous les jours, vous deviez aller chercher l'eau en bas de chez vous, ou faire chercher l'eau en bas de chez vous, et vider votre pot de chambre par la fenêtre. Et du jour au lendemain, il y a un homme qui décide que ça c'est fini, vous allez avoir l'eau courante à tous les étages et vous allez tirer la chasse d'eau. Bon, ça c'est quand même non nul comme révolution dans votre quotidien. Ça c'est Napoléon III. C'est Napoléon III. Les menus dans les restaurants, c'est Napoléon III. Les grands magasins qui vous permettent d'avoir le Printemps, Haussmann, le BHV, la Samaritaine, tout ça c'est Napoléon III. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, vous allez avoir le choix dans les articles et surtout les prix seront affichés. Avant, les prix n'étaient pas affichés. Et puis les expositions universelles, il y en a deux qu'on doit à Napoléon III, vous le racontez. 1867, ouais, où on découvre l'ascenseur, on découvre énormément de choses. L'ascenseur est inventé à ce moment-là. Enfin, oui. Tout est parfaitement génial sous Napoléon III. Voilà, et il y a même un jeune ingénieur qui débute sous Napoléon III, oui. c'est Gustave Eiffel. Oui, absolument, Gustave Eiffel. Oui. Et alors, vous avez évidemment la pasteurisation, vous avez Pasteur, vous avez toutes ces choses-là vous avez les grands, la médecine fait d'énormes, Claude Bernard, Pasteur font d'énormes progrès sous Napoléon III. Napoléon III est un véritable hygiéniste, hein, quand il fait Paris, mais il fait pas que Paris. C'est-à-dire qu'on en reste à Paris, mais en fait, Marseille, Lyon, Bordeaux, Biarritz, évidemment, Vichy, toutes les villes d'eau. Il va développer des villes d'eau partout. Mais également Alger, mais également Hanoï, mais également Dakar. Tout ça va être développé par Napoléon III sur un principe, je dirais, hygiéniste, c'est-à-dire qu'il veut ouvrir les rues pour qu'elles puissent être aérées. Parce qu'à l'époque, il y a des épidémies tout le temps. Donc le meilleur moyen, c'est d'aérer les rues. Alors on a beaucoup dit que c'était pour faire charger la cavalerie et tirer au canon. La première raison, c'est vraiment d'aérer les rues pour que les gens arrêtent de tomber malades. Oui, et en plus, à Bordeaux, le classement des vins de Bordeaux, c'est Napoléon III. C'est Napoléon III, ouais. Et en fait, les Bourguignons vont refuser les associations professionnelles de vin de Bourgogne vont refuser de s'associer à ça par une espèce de jalousie un peu paranoïaque, et ils vont passer complètement à côté de les classements des grands vins, donc ils sont pas dedans. Et puis on doit aussi à Napoléon III, Joachim Murat, la fête avec cette chanson, cette musique. Ah, Offenbach, oui, bien sûr. Car Jacques Offenbach, la vie parisienne, il l'a défendu. Ah oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que Napoléon III, c'est un mélange, si vous voulez, assez difficile à comprendre, mais qui est extraordinairement efficace,
de beaucoup d'apparats, de beaucoup de parures et d'une obsession sur le social et sur la défense des ouvriers. Ce qui peut paraître tout à fait contre-intuitif entre des femmes en crinoline avec des hommes en habit et l'ouvrier qu'on s'occupe des deux, ça paraît contre-intuitif. Alors qu'en fait, il s'occupe vraiment des deux. Donc il a cette obsession, Napoléon III, si vous voulez, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle le ruissellement, ce que M. Emmanuel Macron appelle le ruissellement. Il s'avère que à l'époque de Napoléon III, ça marchait très bien. Donc c'est lui l'inventeur du ruissellement, c'est Napoléon III. L'inventeur du en même temps, c'est Napoléon III. Mais évidemment, ça va être repris, mais un peu mal, un peu moins bien appliqué. Oui. Oui. Et Offenbach, la vie parisienne, il faut savoir que c'est pas l'inventeur de ce genre de musique. Il y avait Hervé, qui était un gardien chez les fous, qui jouait du piano et pour que les fous puissent bouger, il accélérait le rythme. Et c'est le premier, avec Mamselle Nitouche, à avoir donné l'idée à Offenbach de faire des musiques aussi joyeuses. Ah, c'est rigolo, ça, j'ignorais. Alors, il se trouve aussi que dans la famille, moi je pense au duc de Borny, le beau-frère de Napoléon III, un jour il trouve un marécage et ça devient Deauville. Ça devient Deauville, absolument. Non, mais il n'y a pas de Deauville sans Morny, il n'y a pas de Sologne sans Napoléon III. Napoléon III va assécher et va créer des canaux partout, va favoriser une agriculture dans tous les sens. Il va commencer à créer les premières appellations d'origine contrôlée pour protéger C'est-à-dire que Napoléon III, c'est à la fois un homme qui va signer des traités de libre-échange avec l'Angleterre et 15 pays et également protéger certaines industries qui en ont besoin. Donc c'est un capitaliste social. C'est du libéralisme bien compris. C'est celui dont on a besoin aujourd'hui. Donc quand on pointe du doigt Donald Trump en disant quel malade, il met des droits de douane, mais il y en a certains qui pensent que le gars qui met des droits de douane, il est aussi là pour protéger un peu son industrie. Donc il faut quelque chose qui soit équilibré. Quand on est dans une Europe où la libéralisation est absolument à outrance, on protège plus personne, comment vous voulez être compétitif quand vous vendez des tomates françaises alors que on va vous fourguer des tomates sud-américaines qui sont beaucoup moins chères. Donc il faut protéger certains secteurs et en ouvrir d'autres à la concurrence. Ça, c'est le génie d'un Napoléon III, c'est la France stratège. C'est un État stratège. Napoléon III, il avait Achille Fould, il n'avait pas Bruno Le Maire. Vous voyez, ça fait une grosse différence. Et donc vous allez vous battre maintenant, ce livre est le point de départ d'autre chose pour aller peut-être plus loin. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça inspire vraiment les décideurs politiques. Il faut vraiment s'en inspirer. Écoutez, c'est comme fou qu'il faille revenir à dire que Napoléon III et Napoléon Ier ont fait ce pari insensé d'arrêter de prendre les Français pour des crétins. C'est quand même un pari magique, non? Et c'est les seuls à l'avoir fait. Ça s'appelle le plébiscite. Oui. C'est ce qu'ensuite le général de Gaulle, qui fait le même pari, appelle le référendum. Et depuis 2005, je ne nommerai pas le président qui est à l'origine de ce parjure démocratique. Depuis 2005, on n'a plus du tout de référendum. Donc, si vous voulez, ça fait depuis 2005 qu'on a des chefs d'État qui ne sont plus du tout bonaparto-gaullistes ou gaulo-bonapartistes. Et résultat, la France s'effondre lamentablement. Tout simplement parce que qu'est-ce que c'est que le gaulo-bonapartisme? C'est rapidité d'action, validation de l'action. On décide rapidement. On fait valider la décision par le peuple en direct, ça s'appelle le plébiscite et le référendum, et ensuite on fait respecter la décision. Bon, ça nous changerait un peu. Faites le pari fou de croire que les Français ne sont pas des crétins et faites des référendums. Voilà. Et lisez Napoléon III. Napoléon III. De Joachim Murat et Olivier Pastré chez Odile Jacob, car effectivement vous découvrirez un personnage qui mérite d'être retrouvé. Il est complètement fou. Il a une jeunesse d'aventurier. Il fait des coups d'État. Il est condamné à la prison à vie. Il s'évade. Il va réussir à se refinancer grâce à une femme. C'est complètement dingue. Napoléon III, c'est ahurissant. Merci Joachim Murat. Vous nous avez vraiment donné envie de lire ce livre. Merci beaucoup, Jacques Pessis. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.